Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Ce soir, nous sommes à Haute-Ivoire. Je suis avec le maire Nicolas Mur et une partie du conseil municipal. Alors, donc, vous connaissez le principe de la réunion. On peut échanger vraiment sur les sujets de votre choix, que ce soit des sujets communaux ou des sujets nationaux, et à la fois ceux qui sont connectés, on va dire, en ligne, et puis les personnes également qui sont physiquement avec nous. J'espère qu'on pourra rapidement revenir au format physique, peut-être au début de l'été, mais voilà, pour l'instant, on a encore ce format en ligne. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite déjà prendre la parole en ligne? Vous pouvez le faire très simplement en activant le petit micro. Je vois que par exemple, Patrice est connecté. Je ne sais pas si Patrice, le micro fonctionne chez vous. C'est bon, je vous suis. Alors, Patrice, est-ce que Patrice, j'en profite, vous êtes là, est-ce que vous auriez éventuellement une intervention, une question ou une remarque, aussi bien au niveau local qu'au niveau national? Comme ça, bon, j'ai pas réfléchi. Non, moi je suis de Haute-Ivoire déjà, de la commune. Donc c'est à ce titre-là que je suis avec vous pour suivre un peu et à la fois les activités de la commune et à la fois les activités de notre député qu'on reçoit déjà par la newsletter. Donc bon, après, on ne va pas monopoliser le temps, mais non, je n'ai pas vraiment réfléchi à des questions particulières. Je suis plutôt là dans l'écoute. Écoutez, vous êtes de la famille à Mathieu, peut-être? Absolument. Peut-être le père, alors. Je suis son papa. Ah, très bien. Ouais. Les mondes du Lyonnais, c'est un petit monde. Mais je crois qu'on s'était rencontrés, je ne sais plus dans quel cadre, à Mon Énergie ou autre. Ouais. Plusieurs fois, puisque je fais partie de la centrale villageoise Mons Énergie. Et on a déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu tous les deux. Voilà. Je crois qu'il y avait quelque chose qui était prévu d'ailleurs chez vous à un moment donné. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a tout. Enfin, on avait effectivement, j'avais regardé pour mon toit, comme j'avais effectivement refait les tuiles, et je ne sais plus où on a Mais ça devient très compliqué pour Mons Énergie, pour plusieurs raisons que je ne peux pas exposer là, comme ça, et déverser, mais ça devient très, très, très compliqué, notamment pour des questions de. La première qui me vient à l'idée, c'est les tarifs d'achat qui diminuent de semestre en semestre. Et donc, nous, Mons Énergie pensait que ça allait être compensé par la baisse du matériel. Et en fait, vous avez tous vu que les matériaux ont augmenté énormément ces derniers temps. Pour certains, ils ont pris 20% en plus. Donc, ça impacte forcément le matériel. Et donc, on va dire que le système économique de Mons Énergie voilà, c'est un petit peu compliqué. Enfin, ce qu'on appelle le système économique, oui, c'est ça. Donc, voilà, il y a ça entre autres. Et puis, nos relations avec Enedis qui sont jamais bien, qui sont un peu compliquées parce qu'on a affaire à une administration. Voilà, on ne peut pas parler de mammouth ici, mais en tous les cas, on peut parler d'une grosse machine qui est un peu compliquée. Bref, j'arrêterai là. Et le prix des panneaux solaires, il continue quand même à baisser un peu, mais pas tellement d'après ce que. Eh ben non, justement, on comptait un peu dessus pour compenser la baisse du tarif d'achat d'EDF, obligation d'achat, mais il n'en est rien. Hein. Il n'en est rien et c'est là où ça se complique. Notre modèle économique est un petit peu, pourrait être mis en difficulté si ça ne bouge pas, quoi, d'un côté ou d'un autre. Et moi, une question que je me suis souvent posée avec Mon Énergie, c'est que vous faites également plutôt des petites installations. Donc, le principe, c'est que vous louez les toits des particuliers ou des entreprises pour faire des installations. Ou des communes aussi. Communes, ouais. Est-ce qu'il y aurait aussi intérêt à regarder les grands bâtiments des territoires? Par exemple, cet après-midi, on était chez Bionatis et Prismaflex, par exemple, pour citer deux cas sur Haute-Ivoire qui ont vraiment des étendues, et de voir pour rationaliser un peu plus le coût des installations, d'installer également des formats, on va dire, un peu plus grands. Oui. Alors, on est bien là-dedans, hein, nous aussi. D'ailleurs, je pense qu'on va arrêter. Donc, vous savez, rapidement, on monte sur des toitures de 50 mètres carrés, donc c'est plutôt des toitures particuliers. Sur des toitures un peu plus importantes, ça va être du bâtiment semi-industriel, bâtiment agricole ou petite entreprise, donc on est sur des 200 mètres carrés.
et sur des plus grands bâtiments, au-delà de 400 à 500 mètres carrés. Et là, effectivement, on est sur l'entreprise. Et donc on est en lien avec le parc Ecohabitat, hein, avec qui on travaille en collaboration depuis déjà quelques temps. Et donc, on vient de mettre l'accent sur les entreprises et on va mener une campagne d'un petit peu de recrutement dans les différentes pôles artisanaux en vue de grosses installations. Mais vous savez, le plus compliqué, c'est l'injection. C'est-à-dire qu'injecter du 9 kg de petites toitures de particuliers, 9 kg, ça correspond à la consommation de 3 foyers, pour ceux qui ne savent pas, ce qui est déjà pas mal, hein. Là, ça ne pose pas de problème, on peut injecter. Mais dès que vous passez au-delà de 9 kg, c'est-à-dire 36 kg, donc des toitures de 200 mètres carrés, là, ça devient plus compliqué, hein. Et on nous a demandé, Enedis nous a demandé plus cher de raccordement que de coût d'installation. Ça, c'est pas rare, hein. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant dans les entreprises, par exemple dans les deux que je viens de citer, ils nous ont dit cet après-midi qu'ils fonctionnaient en 3/8. Et si je prends par exemple Bionatis, ils ont par exemple des frigos qui tournent toute la nuit et qui consomment de l'électricité. Et donc, je pense que si déjà on arrive à produire autant d'électricité qu'ils en consomment en dessous de manière pertinente, ça allégera, on va dire, la quantité d'énergie électrique résiduelle qui sera injectée sur le réseau. Ce que je veux dire, c'est qu'autant le particulier, il a des besoins, on va dire, en fonction, on va dire, de l'été, de l'hiver, en fonction du moment de la journée, parce qu'il consomme très peu la nuit. Autant l'entreprise elle a une consommation beaucoup plus linéaire, et je pense que ça pourrait aussi favoriser l'autoconsommation, vous voyez, avec moins de... Voilà, c'est ça. Vous parlez de l'autoconsommation là. Alors là, ça implique beaucoup plus des études un peu plus importantes avec des calculs, ce qu'on appelle les calculs de charge entre la consommation de l'entreprise et ce qu'il pourrait produire. Et effectivement, bon, mais ça, on rentre dans des histoires techniques, ça devient plus compliqué. Et les entreprises, oui, il faut vraiment de la volonté des chefs d'entreprise pour y aller parce que c'est pas si simple que ça. Puis c'est des coûts, quoi, hein. Ouais. Nous, Mons Énergie, on peut un peu les accompagner. C'est surtout le parc Écohabitat qui va les accompagner. Bon, nous avec, mais nous, il y a un moment donné où l'entreprise, on ne pourra pas faire à sa place, quoi, hein. Ça, c'est Ok. sûr, hein. Ouais, Ça voilà. marche. Bon, très bien. Mais en tout cas, merci pour cet échange et n'hésitez pas si au cours de la discussion, là, d'ici 20 heures, il y a d'autres sujets, en tout cas avec plaisir. Et merci pour votre engagement, en tout cas au sein de Mon Énergie. Je vous en prie. Bon, j'ai d'autres engagements ailleurs, mais bon, on en parlera ou on n'en parlera pas. On aura Ça fait l'occasion d'en l'occasion parler plus tard ailleurs, mais on verra. Ok. Alors, peut-être on peut prendre avant de reprendre une question en ligne, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle, donc, parmi les élus municipaux, parce qu'on a eu malheureusement un temps d'échange, je vais dire, un peu trop court, parce que j'ai été pris, moi, par une interview là, concernant la situation au Sahel. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a une remarque, une question, enfin, à la fois concernant la situation sanitaire, les évolutions qui sont prévues, la manière dont ça a été géré, si quels ont été les points positifs, les points négatifs, ou sur d'autres sujets. Je suppose que quand vous avez une question au maire, vous pouvez la poser facilement. Mais moi, là, vous parlez du Sahel, excusez-moi, je vais reprendre la parole parce que là aussi, je suis assez concerné d'une certaine manière, hein, puisque... Pour vous qui ne souhaitez pas parler, finalement, c'est bien, on a beaucoup de sujets. Oui, non, mais je vais vous dire, donc je suis coprésident d'une ONG locale qui s'appelle, on appelle plus ça ONG, non, c'est une association de solidarité internationale qui s'appelle Peuple Solidaire, dont le siège est à Saint-Laurent-de-Chamousset. On existe depuis plus de 30 ans, hein, 35 ans. On nous connaît plus par notre vitrine, on va dire que c'est le fameux champ de pommes de terre qui est cultivé et planté chaque année, qui nous permet d'avoir quelques moyens financiers. Mais on a un partenariat avec là, c'est là où je voulais en venir, avec le Burkina Faso. Il y a eu la semaine dernière au Burkina, dans le nord du pays, il y a eu une centaine de personnes qui ont été tuées, hein, voilà, par probablement des groupes djihadistes. Voilà, et donc moi-même, je dois aller au Burkina, mais je me pose la question de la sécurité, une part sanitaire, mais surtout la sécurité physique des personnes. Notre partenaire n'est pas au nord, mais plutôt dans le sud, mais proche de la frontière ghanéenne. Et on sait que ces problèmes du Sahel se situent notamment
entre les trois pays, Niger, Mali et Burkina, entre autres. Mais on a eu des choses avec le Bénin et on ne sait pas si. Enfin, il peut y en avoir aussi avec les autres, la Côte d'Ivoire, enfin, tous ces pays qui touchent, qui sont autour là, hein. Donc je suis bien, moi je connais bien enfin je connais bien. Je suis l'actualité concernant le Sahel et la position de la France et On va répondre. et Barkhane et compagnie, Ouais. quoi. Eh ben, on peut en dire un mot tout de suite, d'autant plus que je vois que Kim également a posé la même question là sur le chat, en disant le président de la République a annoncé la fin de l'opération Barkhane. Est-ce un aveu d'échec de notre politique au Sahel après 8 ans de présent? Alors oui, effectivement, si vous voulez, on peut dire un petit mot sur le Sahel. Donc, quand on dit la zone du Sahel, donc ce sont 5 pays. Donc, si je pars de l'ouest, la Mauritanie, qui a une côte avec l'océan Atlantique, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, donc qui est plus sur l'Afrique centrale. Donc oui, bah, tout le monde connaît l'historique au Sahel, c'est peut-être pas la peine de le refaire. Effectivement, c'est devenu l'Afrique est devenue un peu l'épicentre, on va dire, du terrorisme international, après avoir été plus en Afghanistan et en zone irako-syrienne, où les choses se sont temporairement résolues grâce à une très forte intervention américaine. Mais malheureusement, en tout cas, vous savez que les Américains ont annoncé plus ou moins leur retrait, donc il faudra scruter de près dans les prochains mois l'évolution en Afghanistan, mais il n'est pas impossible malheureusement que les talibans reprennent le contrôle de Kaboul dans les prochains mois. Au Sahel, bon, c'est une zone où la France a une responsabilité historique et combat aux côtés de ses alliés sahéliens et des partenaires européens le djihadisme. Effectivement, si on prend le cas du Burkina Faso, c'est un cas assez emblématique parce que le Burkina Faso, il y a encore 15 ans, c'était vraiment le pays, une destination touristique, le pays des hommes sages, d'ailleurs, je crois que ça veut dire. C'est un pays qui a totalement sombré, qui de tradition, on va dire, n'aime pas trop les interventions internationales. C'est pour ça qu'il y a le Burkina Faso est un peu plus seul que les autres pays dans ce combat-là. Et effectivement, Patrice, là, vous parlez d'une tuerie qui a encore eu lieu il y a quelques jours à Solal, dans le nord du pays, avec 160 personnes qui ont été vraiment sauvagement tuées par des hordes qui sont arrivées sur des motos, sans doute de l'État islamique, qui ont et c'est à la fois, on va dire, des fanatiques, et à la fois il y a des questions aussi d'argent derrière tout ça, puisque c'est une région très aurifère. Et cette commune avait organisé une sorte de milice d'autodéfense. Et donc l'État islamique est venu dire si vous organisez pour vous défendre, nous, on viendra vous frapper très fort. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner, Patrice, c'est pas tout à fait le bon moment d'aller au Burkina Faso actuellement, sauf si vous restez, on va dire, dans la capitale, on va dire, et autour, et encore. Et malheureusement, les perspectives, on va dire, dans les années qui arrivent, sont pas extrêmement réjouissantes, puisque bon voilà, cherche bien entendu à contenir la menace le plus possible, mais voilà, la situation n'est pas, enfin, les indicateurs sont pas tous extrêmement positifs, pas du fait du plan militaire, parce que sur le plan militaire, quand même, les armées sahéliennes aidées par les armées occidentales arrivent à avoir de nombreuses victoires tactiques. Bien entendu, les armées occidentales ont l'ascendant tactique sur les armées locales, mais malheureusement, il y a un très fort sentiment de défiance des populations locales vis-à-vis de leur État, qui souvent sont vus comme prédateurs, exerçant également de la violence, n'apportant plus de services publics. Et donc, quand les djihadistes arrivent dans ces conditions-là et leur disent aux populations, nous, on va vous ouvrir une école coranique, nous, on va vous apporter de la justice islamique, on prélève l'impôt, malheureusement, la population, compte tenu de la faiblesse des États locaux, a plutôt tendance à se ranger du côté des djihadistes. Et donc, il y a un vrai enjeu, et ce qui a été annoncé à l'instant là par le président de la République, là, il y a moins d'une heure, c'est qu'après avoir été longtemps en première ligne et combattu en première ligne les djihadistes, la France se met un peu en retrait pour davantage accompagner les États locaux, les responsabiliser sur leur reprise en main de l'ensemble de leur intégrité territoriale, parce que si on est sur les territoires nous-mêmes, on peut aider, on peut être sur place, on peut mettre fin, on peut reprendre le terrain, mais si les États ne se redéploient pas, c'est une guerre sans fin, et la France n'a pas vocation à rester de manière éternelle au Sahel.
Donc voilà, je ne sais pas si ça répond enfin si ça vous amène d'autres questions ou d'autres remarques. Il y a également Kim qui a posé des questions à ce sujet-là. Kim, je ne sais pas si… Pardon. Thomas, vous avez visité déjà un site aurifère, que ce soit, parce que je sais que vous êtes allé plusieurs fois au Mali. Vous avez visité un site aurifère? Oui. Ouais. J'en ai visité alors peu au Sahel, mais notamment en Guyane, soit des sites d'orpaillage illégaux, ou soit des grandes mines, on va dire, industrielles. D'accord. Mais dans la région du Sahel, vous en avez visité? Alors, pas dans la région du Sahel, mais par contre, je vois un peu comment ça se passe. Hein. C'est-à-dire que quand vous cherchez de l'or, il y a grosso modo deux méthodes. Hein. Je parle sous votre contrôle, ça se trouve. Mais vous avez deux manières de trouver de l'or. Soit vous avez des filons alluvionnaires, je crois, qui sont le long des rivières et vous pouvez tamiser en regardant les rivières. Ou soit vous faites des trous. Et notamment, c'est ce qui se passe dans la région du Sahel où vraiment vous avez des conditions terribles pour l'extraire l'or, où plutôt les jeunes, on va dire, font des puits et essayent d'aller chercher des filons avec souvent des accidents terribles, de puits qui se referment ou autre. Donc, voilà. Je ne sais pas si Patrice, c'était ça dont vous vouliez parler. Je vais essayer d'être très très rapide pour ne pas monopoliser la parole. Effectivement, moi j'en ai visité plusieurs fois et le dernier c'était en 2019. C'est un scandale, c'est un désastre social, écologique et humanitaire. Et vous voyez, juste avec notre association, donc, qui est en place à côté de plusieurs, enfin notre association, pardon, nos partenaires qui sont à côté de sites aurifères que j'ai pu visiter, c'est vraiment un désastre. Et nos partenaires, bon, il y a des jeunes filles qui sont dans ces lieux-là, bon, qui deviennent prostituées. Et donc, avec nos partenaires, on essaye de les sortir de ces lieux. Mais c'est qu'une des. J'aborde le sujet, mais on pourrait en parler pendant des heures. C'est un scandale et c'est déshumanisant au possible. C'est comme vous avez dit, hein, on envoie des jeunes dans des trous d'hommes pour les extraire ce qu'ils peuvent extraire. Mais avant, c'est un pays quand même qui manque d'eau. Tous ces pays-là manquent d'eau. On enlève toute la flotte qu'il y a dans ces puits avant et dont on la gaspille. Enfin, et ça laisse après des terres incultes sur des hectares et des hectares. C'est un scandale. Et qu'on laisse faire ça, alors ça amène une manne, je pense, financière au pays, mais je pense que ce n'est pas le pays qui a plus, enfin, qui en perçoit les meilleurs avantages. Mais en tous les cas, c'est vraiment un scandale. Mais là, je pourrais en parler pendant toute la Non, mais soirée. reparlons-en et pourquoi pas, vous pouvez transmettre un message à l'association Peuple Solidaire avec plaisir de rééchanger sur cette. Ah oui, oui. Enfin, bon, nous, on n'est pas là-bas que pour s'occuper de ça, mais il s'est trouvé qu'en 2019, on m'a proposé de visiter un de ces sites. J'en avais déjà visité en 98, mais il y a déjà très longtemps. Et c'est sous le contrôle plus ou moins d'autorité. Ça attire les convoitises parce qu'évidemment, c'est des richesses. On essaye dans ces zones-là, on essaye de. Enfin, ils font quand ils extraient ces minerais, ils essayent d'en extraire l'or, mais avec des méthodes ancestrales, à même l'air libre, avec des cyanures, des composants chimiques que tout le monde respire. Enfin, on sait pas, quand on voit ça, moi, ça me laisse les bras ballants, quoi. Ok. On ne comprend pas qu'on laisse faire ça, quoi. En tout cas, merci pour cette question. Alors, je reprends mon sujet. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des interventions, des questions. Oui. Là, les agents, les conseils. Oui. Par rapport à la crise sanitaire, nous, ce qu'on a pu vivre sur la commune, c'est qu'il y a eu beaucoup de solidarité, notamment quand il y a en mars 2020 avec les couturières qui ont fait des blouses, des masques. Et c'est vrai que ça a été une période assez dure. On s'est bien adapté pour le personnel municipal, pour les scolaires, pour reprendre un petit peu le cours de la vie qui n'est pas normal, mais voilà. Et je trouve que moi, ce qui nous, dans nos petites communes, on a des gens très isolés, et je pense que nos anciens ont énormément souffert de tout ce. C'est vrai que nous, on a repris notre vie, pas normalement, mais on est reparti bosser, on a revu du monde malgré les contraintes, et nos anciens qui vivent encore chez eux, qui sortaient peu, du tout, et qui n'avaient plus de visite, ont énormément souffert. Et nous, on était un petit peu aussi dans une impasse, parce qu'on avait envie d'aller les voir, mais on avait aussi envie de les protéger, et c'est vrai qu'on a eu
on ne savait pas trop comment s'y prendre pour sortir un petit peu de cette solitude, des fois avec des enfants, des petits-enfants qui n'habitent pas sur la commune, qui ne pouvaient pas s'y revenir. Donc voilà, je trouve que nos anciens ont énormément souffert de cette période et souffrent encore, parce que même si maintenant ça va un petit peu mieux, les personnes sont vaccinées, on est toujours dans la crainte de transmettre. Ok. Alors, donc, merci pour ce point-là. Alors, donc, je me permets de reformuler parce qu'il y a des personnes en ligne qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas entendu, mais c'est de notre faute parce que le micro n'est pas assez direct, enfin, pas assez fort. Donc, c'était Christelle, première adjointe, qui disait que pendant la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de solitude, et notamment des anciens qui ont souffert, on va dire, qui ont par nature pas d'activité professionnelle ou autre, et que la commune, finalement, des fois, même chaque citoyen s'était retrouvé un peu parfois démuni sur la manière de les accompagner pendant ce temps. Donc, Nicolas, tu veux dire quelque chose? Oui, je voudrais réagir là-dessus. Donc, tu as tout à fait résumé. Alors, on parle des anciens, mais on n'oublie pas les jeunes non plus. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes l'ont dit, avoir 20 ans aujourd'hui, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on n'est pas en temps de guerre, mais on a été confinés pendant presque un an, privé de sortie. Un jeune entre 18 et 20 ans, on est passé par là. Voilà, on n'aurait pas aimé que ça nous arrive. Par contre, le fait, oui, c'est vrai, les personnes âgées, seules, se sont senties encore plus isolées. Malgré tout, on s'est posé beaucoup de questions avec le CCAS parce que, oui, on pouvait aller faire des visites sur place, voir les gens, mais en fait, on nous déconseillait fortement, dans le milieu médical, on nous déconseillait fortement. On était sur une période où très peu de personnes étaient vaccinées et on ne pouvait pas aller mettre en danger ces personnes, ne serait-ce que de passer 5 minutes chez elles et de risquer de les contaminer. Nous, on n'était pas vaccinés non plus. Donc, ouais, franchement, simplement des temps d'échange ont manqué à ces personnes-là. Tout à l'heure, on en a discuté un petit peu sur les modalités de reprise de la vie associative. J'ai discuté avec la présidente du club des seniors de la commune. Ils sont ravis de pouvoir recommencer, ne serait-ce qu'une partie de cartes le vendredi tous les 15 jours. Maintenant, la majeure partie est vaccinée. Ça y est, on a la possibilité, on ouvre les salles. Il faut ouvrir parce qu'autrement, les gens vont mourir psychologiquement et de solitude, quoi. Donc oui, on attend beaucoup des services de l'État par rapport aux procédures de déconfinement. J'aimerais qu'on fasse un petit peu la différence en milieu ruraux par rapport aux grandes villes. Aux grandes villes, j'ai passé 3 jours dans le sud de la France où j'ai vu 2 poids 2 mesures avec personne. Enfin, je veux pas critiquer une région plus qu'une autre, mais dès qu'on se trouve avec beaucoup de personnes concentrées dans un endroit, on trouve qu'on relâche beaucoup. Nous, on fait beaucoup d'efforts sur une petite commune. On se prive de petites manifestations de nos associations. Et je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures sur ce côté-là. Donc voilà, on a un protocole des déconfinements des fêtes foraines, mais je trouve qu'il est fait pour la foire du trône, où il n'y a pas de petites buvettes, de petits bals du coin. Et en fait, c'est ce qui fait la vie de nos villages. Et là-dessus, on n'a pas assez de clarté. Voilà. Je pense que, non, mais tu fais bien de le dire, parce que je pense que pendant la crise sanitaire, on a tous appris beaucoup de choses, et l'État lui-même, dans sa manière de gérer la crise, de communiquer, de cadrer les choses, il y a beaucoup de choses qui ont été bien faites, mais il y a aussi pas mal de choses qui ont été mal faites, et notamment, il y a un peu un dilemme sur un aspect, c'est quand on prend une mesure, effectivement, est-ce qu'elle s'applique de partout pareil, ce qui permet une grande lisibilité et une simplicité, ou est-ce qu'effectivement, on commence à territorialiser en disant le masque ou telle mesure s'applique dans tel endroit et pas dans tel autre. Mais on court le risque aussi que les gens parfois soient un peu perdus. Par exemple, au début, il y avait le masque qui était dans une certaine partie de la ville de Lyon, et après, les gens disent « Ah, si je passe dans l'autre rue, c'est pas possible ». Et c'est toujours ce dilemme-là. Bon, je pense que maintenant, on est vraiment là dans un déconfinement, on va dire, qui se veut prudent, et j'espère qu'on n'aura plus à revivre de reconfinement, mais là encore, il faut faire preuve d'humilité dans l'analyse, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend potentiellement à l'automne. Si on regarde d'autres pays qui ont eu des vagues avant nous, ils ont eu des quatrièmes vagues. Alors maintenant, nous, on a la vaccination aussi qui progresse bien. On a plus de la moitié des Français adultes qui ont eu leur première dose. Mais effectivement, il y a vraiment ce dilemme entre lisibilité et territorialité. D'autant plus que quand tu mets des conditions, forcément, quand tu prends une décision, tu as toujours l'effet frontière. Et là, d'ailleurs, vous le savez bien, vous êtes à la Loire. Donc, on a dit on veut territorialiser en laissant au préfet un peu de marge de manœuvre pour dire si le masque ou pas c'est obligatoire de le sortir ou pas.
des communes comme les vôtres qui sont en frontière de la Loire se disent, ah bah oui, en fonction de à 100 mètres près, le masque n'est plus obligatoire. Et donc, on voit que la territorialisation peut aussi avoir des limites. Sur les fêtes là, pour les semaines qui arrivent, alors, à partir du 1er juillet, moi j'ai confiance sur le fait que le protocole sanitaire s'allège vraiment. Il y a plusieurs événements importants d'ici la fin du mois de juin. Il y a bien entendu les élections, d'une part, où il faudra, bon là, le protocole sanitaire a été donné et c'est vraiment bien que ces élections puissent se tenir, et la fête de la musique, qui est par essence un événement festif où on se bouscule et des fois on partage les mêmes verres, etc. Donc là, il y a un protocole qui a été fait avec une fête de la musique plutôt dans des lieux délimités, alors que habituellement, c'est un peu toutes les rues qui peuvent faire l'objet de fêtes, et puis plutôt en situation assise. Effectivement, je le trouve un peu raide, ce protocole. D'ailleurs, on en a fait part cette semaine au gouvernement pour voir si des adaptations étaient un peu possibles. En fait, ce que je pense aussi, c'est que les gens, effectivement, on le voit avec la recrudescence des dépressions et des violences, ils ont besoin aussi de bouger, de s'exprimer, de sociabilité. Et il faut toujours qu'on fasse attention aussi au dilemme entre où on met l'exigence sanitaire, mais en serrant trop la vis, qu'est-ce qu'on génère aussi comme risque de violence, comme risque au niveau psychiatrique, comme risque de perte de sociabilité. Et il y a toujours ce dilemme-là, on va dire, qui existe aussi parmi les bons curseurs à trouver. Ouais. Et je pense que pendant la crise, on a beaucoup eu l'œil sur les indicateurs sanitaires, mais c'est vrai qu'on a un peu moins eu l'œil sur les indicateurs de bien-être, de psychologie, de sociabilité. Et je crois qu'on s'en est rendu compte notamment dans les EHPAD, où quand il n'y a eu plus du tout de visites, je pense que les résidents disaient, bah, écoutez, moi, les qui étaient résidents des EHPAD, les membres de famille disaient, écoutez, moi, je sais que je suis en fin de vie, décédé à 2 mois près, etc., c'est pas le sujet, mais décédé seul sans ma famille, ça, c'était vraiment quelque chose d'assez grave. Oui. Voilà. Et après, sur la situation sanitaire, pour vous dire un dernier petit mot. Donc moi, l'avis, là pareil, avec beaucoup d'incertitudes, c'est que quand même, on a des mois devant nous qui vont être positifs, parce que l'été, on vit dehors, enfin, on voit qu'il y a une très forte saisonnalité sur le virus. Moi, pour tout vous dire, ma plus grande crainte, c'est octobre-novembre, où on va dire le virus peut à nouveau avoir une flambée épidémique. Et je vois également la démobilisation des fois de certains de nos concitoyens sur la partie vaccination, parce qu'effectivement aujourd'hui, comme on dit, tout va mieux, etc. Parallèlement, les gens sont moins poussés à se faire vacciner, et on voit des centres de vaccination parfois qui ont 30% de créneaux libres, etc. Ce qui est terrible quand on connaît les effets de la crise sanitaire. Et donc moi, je pense que s'il y a un message à faire passer, c'est de dire que en septembre-octobre, si on a les prémices d'une nouvelle flambée épidémique, il sera trop tard pour se faire vacciner. Puisque quand on a à nouveau une flambée épidémique, on le sait souvent qu'une quinzaine de jours avant que ça arrive, parce qu'on commence à avoir des cas positifs, ça commence à remonter, etc. Or, un vaccin, pour qu'il soit efficace, il faut plutôt piquer sur 3 semaines, 1 mois avant. C'est-à-dire que vraiment, on risque d'être en septembre, on risque d'avoir une certaine démobilisation cet été, et en octobre, de dire, zut, ça reprend, et alors là, bien entendu, ça sera branle-bas de combat pour piquer le plus de monde possible, mais malgré tout, on n'aura pas le temps, en si peu de temps, de peut-être s'épargner une 4e vague importante. Donc voilà, moi j'insiste beaucoup sur la vaccination. Dans l'équipe, d'ailleurs, on est tous vaccinés, sauf Clélia qui va bientôt le faire. Voilà. Je ne sais pas si sur la vaccination, d'ailleurs, puisque ça vous inspire ou autre, mais voilà. On peut continuer sur la crise sanitaire, ou si vous avez d'autres sujets. En ligne, pareil, n'hésitez pas à intervenir sur ce sujet, la crise sanitaire, ou sur d'autres. Sur un sujet. Ah, tu veux passer? Non, je voudrais juste toucher 2 mots quand même sur ton intervention à Courzieux la semaine passée. J'ai entendu parler un petit peu de Trivoire concernant le mode de garde. Oui. Donc aujourd'hui, mon compte des Arrois, on a de mauvaises nouvelles sur les modes de garde sur notre commune. On a énormément de naissances, c'est pas un problème, c'est au contraire, il faut s'en réjouir, c'est une bonne nouvelle pour nos écoles.
Je disais ma naissance l'année passée, ça repart sur le même curseur cette année. Des nounous qui arrivent en fin de carrière, qui ne sont pas remplacés. Et puis des complications pour s'installer en MAM. Je trouve que c'est pas simple du tout. On a une MAM où on n'est pas sûr de pouvoir maintenir, je vais le dire clairement aujourd'hui. Bon, on va donner des solutions aux familles, on n'aura pas le choix, il va falloir qu'on les apporte. Ouais. Mais je trouve que quand même, quand on parlait tout à l'heure sur le déconfinement, qu'on peut essayer de sectoriser, et quand on a des gros problèmes comme on a cette année, alors certains vont nous dire, vous avez eu le temps de le voir venir. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a une pression immobilière très forte sur notre commune, il n'y a plus rien à vendre ni à louer. Quand quelque chose à vendre, on le voit passer en mairie, mais c'est déjà vendu. Donc, il y a énormément de familles qui s'installent. Et puis, moi, je me dis que on a supprimé les dérogations aux assistantes maternelles, ne serait-ce que pour avoir 2 enfants de plus et faire l'aller-retour à l'école. Je pense quand on est des situations comme dans notre village, je pense qu'on pourrait regarder un petit peu plus près et je pense qu'on sauverait aussi un petit peu un métier qui, rappelons-le, avec des amplitudes phénoménales. Et c'est pas un métier facile et je pense qu'on n'a pas fait un cadeau de supprimer toutes ces dérogations. Ouais. Donc voilà, c'était un petit peu mon gueule là-dessus parce que c'est vrai qu'on se trouve dans une situation catastrophique au niveau mode de garde. Alors, c'est vrai que nous, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on passe de commune en commune là, tous les jeudis. Et en fait, on arrive assez bien à dissocier, je pense qu'on pense bien Sylvie, ce qui relève d'un problème communal et ce qui relève d'un problème un peu plus général. Et c'est vrai que le sujet de la petite enfance, en fait, dans beaucoup de communes, et comme tu disais à la fois à Courgeux, la semaine dernière, on nous en parlait, à La Chapelle, juste avant à Pomey. Alors, à Pomey, ils vont aussi faire leur MAM. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce sujet qui revient. Voilà, parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans les foyers, souvent les 2 personnes travaillent, il y a ce mode de garde. Une passion immobilière qu'on n'avait pas aussi. Ouais. Le fait Covid a fait que tout est à vendre avec des prix qui augmentent. Et voilà. Alors, ça fait partie d'un sujet de travail, sachant que là, pour le coup, c'est une compétence partagée entre la communauté de communes et le département. Donc, la communauté de communes sur la gestion des crèches, notamment. Et sur le territoire, il doit avoir 5 ou 6 crèches. Il y en a 3, Saint-Martin, Saint-Symphorien-sur-Coise, Duherne, Saint-Laurent-de-Chamousset, Chevrières. Bruyol, Broussieux. Ouais. Et en nombre de crèches, en fonction du nombre d'habitants, on est, on va dire, par rapport à d'autres régions françaises, on va dire relativement. Moi, j'ai plutôt la vision qu'on est relativement bien doté. Mais c'est sûr que si on se compare par rapport aux villes où il faut s'inscrire 3 ans à l'avance. Tout à fait, Thomas, mais je voudrais juste rajouter que l'effet Covid a fait qu'on est quand même qu'à 3 quarts d'heure de Lyon ou de Saint-Étienne et que là, on ne l'a pas vu venir, ça. Ouais. On ne l'a pas vu venir et les familles, dès qu'elles peuvent s'installer à la campagne, elles le font. Ouais. Sinon, et donc, il y a peut-être un. Ouais. Et donc, cette situation du territoire, en plus, comme tu disais, à Haute-Loire, est un peu exacerbée dans le sens où là, vous avez un pic de naissance avec 20 naissances en 2020 et puis l'attractivité immobilière. Ouais. Et la MAM qui ferme. Et aujourd'hui, c'est pas acté. Attention, je ne vais pas faire peur à tout le monde. Hein. La MAM n'est pas fermée aujourd'hui. Hein. Mais voilà, ce n'est pas des bonnes nouvelles qui nous annoncent les services du département. Donc, déjà, la bonne réponse, c'est vous avez déjà commencé à bosser sur donc, un futur bâtiment, ouais, potentiellement, mais là, on est sur un démarrage des travaux l'année prochaine. Donc, si on est suivi financièrement. Donc, c'est au plus tôt dans 2 ans que ça sera effectif, on va dire. 18 mois, on dirait. 18 mois, si les choses. Fin 2022, le temps que ça se fasse. Voilà. Mais qui n'apportera pas forcément beaucoup plus de place aux familles, puisque la MAM existe déjà, sauf simplement, c'est une question de mettre aux normes. Donc, on ne va pas créer des places supplémentaires. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, vous êtes nounou, vous cherchez un logement, venez habiter au Haute-Savoie, vous avez du boulot assuré. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus de logement. Donc, on appelle aussi aux bailleurs sociaux qui, sur une période, ont vendu, on était bien d'accord parce qu'on n'arrivait pas à remplir ces logements. Aujourd'hui, on a une demande avec des listes d'attente en mairie. Et c'est vrai que dans beaucoup de secteurs, alors on a vu les entreprises qui avaient du mal à recruter. Dans le milieu hospitalier, c'est pareil. Dans beaucoup c'est aussi la disponibilité, effectivement. Parce que là, effectivement, on est sur un secteur où il y a du travail et donc il y a tout à fait. La disponibilité des personnes. C'est vrai que le statut d'assistante maternelle est aussi assez
contraignant. Enfin, il n'est pas forcément hyper reconnu. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Voilà, je ne sais pas si vous, quelles sont les actions qui peuvent être envisagées, mais sans doute il faut faire un travail de communication pour dire qu'on recherche les mâmes, enfin plutôt des assistantes paternelles. Et là, pour le coup, il y a vraiment un travail de co-construction entre la commune et la communauté de communes à faire, quoi. Il y a quelqu'un qui intervient en ligne à ce sujet, Anne Périsset. Je ne sais pas si Anne, vous souhaitez intervenir en audio. C'est peut-être Anne qui connaît bien le… Ouais. Anne, apparemment, vous connaissez bien le sujet, donc n'hésitez pas à nous apporter un éclairage si vous le souhaitez. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut qu'il y ait plus d'asthmates et tout ça. Sauf que fermer une MAM qui est déjà ouverte, c'est pas le top. Il y a quand même 17 familles qui seront en juillet dans la panade. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Alors, je sais qu'on est soutenu par le maire, je sais qu'on est soutenu par ses élus, mais là, c'est quand même… Il faut qu'on le fasse rapidement. Alors, effectivement, c'est le point qu'on n'a pas évoqué. Vous faites bien de remettre le doigt dessus. Donc, je disais que la compétence petite enfance, c'est la communauté de communes, mais c'est des communautés de communes département, on va dire. Même en théorie, la commune pourrait dire je m'en lave les mains, c'est pas mon sujet, allez voir la communauté de communes. On sait que le maire, dans tous les cas, comme on dit, il a porté de baffe. Et lui, il n'a pas le droit de sortir le joker en disant c'est pas ma compétence, allez voir ailleurs pour gérer ce truc-là. Et donc, le département sur le sujet, effectivement, c'est lui qui a la compétence partagée avec la communauté de communes et finalement qui gère l'agrément des asthmates et des lieux, si j'ai bien compris. Et donc là, je pense que, alors, l'information, tu viens de l'avoir, et il y a un dialogue à faire avec le département où également je peux y contribuer. Pour à minima avoir un sursis, d'autant plus si vous avez un sujet, un projet à horizon 18 mois, à minima pour faire le joint, on va dire, le lien avec le nouveau bâtiment, d'autant plus que le département, l'État comme la région sont souvent sans doute au rendez-vous pour mener le nouveau bâtiment, et ce nouveau bâtiment aura d'autant plus de sens s'il est dans la continuité avec l'ancien, s'il y a une rupture de service. Voilà. Donc, je ne sais pas là si, Nicolas, comment on peut… sachant qu'on est en pleine élection départementale. Donc, non, mais ce n'est pas le sujet. En fait, qui que ce soit, en fait, bien sûr qu'il y a la sécurité des enfants. On sait que ce bâtiment, il n'est pas aux normes. Voilà, il mériterait le… Mais bon, aujourd'hui, c'est un investissement qui… C'est pas le lieu. Aujourd'hui, on a changé déjà notre fusil d'épaule, parce que je vous rappelle que ce projet n'était pas dans le projet communal du mandat. Bien sûr, on y va et on a fait le nécessaire. En 3 mois, on a fait travailler quelqu'un dessus. On a déposé un appel à projet. Aujourd'hui, c'est un projet qui approche le 1 million d'euros. C'est pas rien. C'est 1 million d'euros, c'est notre budget de fonctionnement d'une année. Donc, je sais pas si vous voyez un petit peu. Donc, oui, bien sûr qu'on demande des subventions maximum à hauteur de 80%, ça serait génial. Et on y va, on construit l'année prochaine. Il n'y a aucun souci. Tu as bon espoir que le département puisse accorder un sursis supplémentaire? On va tout faire pour. Et puis, de toute façon, s'ils ne le font pas, nous, on a une équipe dynamique au niveau du conseil. Je peux vous dire qu'on a tous mal dormi depuis. Nous aussi, vous inquiétez pas que nous aussi. Voilà, mais voilà. Après, voilà, ce n'est pas les compétences du député, mais bon, il va nous appuyer sur ce sujet-là. Ouais. Mais moi, je voudrais remettre en général sur, c'est pas que la commune d'Autrivoire, on en a parlé, c'est un sujet d'actualité sur Courzieux la semaine passée, mais c'est tout le métier de l'assistante maternelle qu'il faut peut-être revoir. Donc voilà, il y a des choses à voir au système de fond. Bien sûr, on le voit aujourd'hui parce qu'on est concerné. Mais moi, ce que je voudrais dire par rapport aux familles, on va faire le nécessaire. On va faire le nécessaire. Je sais pas, ça nous coûtera. Si on a la solution, parce que déjà, il faut la trouver. Ouais. Mais nous, ce qu'on veut, c'est apporter déjà une réponse aux familles pour la rentrée, qu'elles passent une rentrée sereine. Et puis aussi penser à ceux qui peuvent se retrouver sans travail au bout d'un mois. Voilà. Tout à fait. Je vous remercie en tout cas. Oui. Christelle, parle un peu plus fort, Christelle. Ouais. Toujours sur ce sujet, c'est vrai que pour nous, ça a été difficile d'apprendre hier le refus du renouvellement d'agrément parce que on avait un petit peu dans nos comptes rendus de réunion. C'est vrai qu'on a travaillé depuis novembre l'année passée avec les élus qui sont dans la commission petite enfance. On a rencontré à la communauté de
n'est plus adapté à une activité comme ça, mais voilà, on ne va pas résoudre le problème en 2 temps, 3 mouvements. On a travaillé, on travaille. On avait un sursis et qui, du jour au lendemain, tombe et on nous dit que voilà, ça ne va pas être renouvelé. Et pour nous, c'est vrai qu'on est allé visiter des mâles, on s'est réunis plusieurs fois, on travaille en coopération avec les assistantes maternelles, on a fait des sondages. C'est vrai que c'est un petit peu la façon de faire qui nous choque. Enfin, honnêtement, hier, on était avec Nicolas, on avait enchaîné le téléphone, on était vraiment à l'abasourdi. Et voilà, c'est vrai que des fois, on s'est gardé entre guillemets la foi pour. Mais bon, on a toujours trouvé une solution jusqu'à maintenant et j'espère qu'on en trouvera une rapidement et qu'on soit aidé là-dessus. Voilà. J'espère. En tout cas, le département est quand même une collectivité de proximité. Hein. Des fois, on a des décisions au niveau national. On peut comprendre qu'au niveau national, c'est difficile de secouer le cocotier parce qu'il y a plein d'intermédiaires. Mais le département, c'est quand même une collectivité de proximité qui est sur un département rural. Donc, moi, j'espère que les choses peuvent avancer. Voilà, ça se passe très bien avec le département et il n'y a pas de raison. Voilà. On va se mettre autour d'une table, on va discuter de ce sujet. Bon, donc voilà, moi, j'ose espérer que. Enfin, vous n'auriez pas de projet de nouvelle MAM. Je pense qu'effectivement, ça pourrait se concevoir, même si la méthode, effectivement, peut interroger. Mais là, on va dire le sursis d'un an. Enfin, je ne pense pas que la MAM sera plus dangereuse l'année suivante que l'année qui vient de s'écouler. Donc, ça semble, on va dire, à portée d'obtenir ce sursis. Okay. Voilà pour la petite enfance. Et nous, il faut qu'on réfléchisse au cadre national sur les petites enfances. Enfin, il y a eu récemment, on a travaillé sur le statut des aides à domicile avec la DMR notamment, qui sont aussi un statut qui était un peu dévalorisé. Et il y a eu des financements au niveau national, notamment, alors là, c'est une source de financement, qui vont renforcer un peu l'attractivité relative de ce statut. Après, toute la difficulté qu'on a, c'est que, étant donné qu'on est quand même dans un secteur où il manque du personnel, à chaque fois qu'on renforce un métier, on crée potentiellement de la tension ailleurs. Comme là, par exemple, récemment, dans le cadre du Ségur de la santé, on a revalorisé les salaires de la fonction publique hospitalière. Les cliniques privées, ils nous disent « Ah, ça y est, j'arrive plus à recruter, ils veulent tous… » Non, mais tu vois ce que je veux dire. Le sujet, je trouve, c'est aussi… le volume de personnes disponibles en mesure d'effectuer. Et donc, on a un sujet, je trouve, là, post-crise sanitaire, c'est aussi redonner l'attractivité au métier, mais aussi repousser chacun à l'activité professionnelle. Sur le département, on avait 70, parce qu'on a travaillé avec l'inspecteur d'académie, 70 postes de remplaçants non pourvus. 50 pour l'année qui vient d'écouler, qu'il n'a pas trouvé. Et il en met 70 en… Aujourd'hui, vous allez voir l'Éducation nationale. On a vu justement une professeure des écoles là, juste à l'instant. Bon, pour être titulaire, bien entendu, il faut l'UFM, etc. L'Éducation nationale en est à prendre en remplaçant des personnes qui ont… Et dans le privé, mais quand tu veux faire aussi… la personne qu'on a vue, c'est dans le public. En tout cas, il y a des postes de remplaçants ne sont pas pourvus, avec aussi des difficultés, puisque quand un prof n'est pas là, il y a du mal à le remplacer. Et pour ce qui est des assistantes maternelles, on l'avait vu la semaine dernière, il y a une baisse au niveau national de… Tu te souviens du chiffre? Oui, c'est inquiétant. Je ne peux pas le dire, il me semble me souvenir que c'est 20%, mais ça me paraît tellement énorme. C'est-à-dire que l'âge moyen aussi des assistantes maternelles augmente. Tout à fait. Il n'y a pas de renouvellement. Pas assez. Mais comme beaucoup de secteurs, on discutait avec nos entreprises qui ont du mal à recruter cet après-midi. Je pense que c'est tous les secteurs qui sont concernés. Ok, très bien. Bon, voilà, on a apporté assistance maternelle, le Sahel, la crise sanitaire. Il nous reste encore un peu de temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez aborder. Est-ce que tout va bien? On a déjà pas mal échangé. Ouais. Je ne sais pas si en ligne il y avait d'autres sujets particuliers. Je vois les têtes qui disent effectivement qu'on a déjà abordé pas mal de sujets. L'agriculture. L'agriculture, la politique agricole commune, la nouvelle politique agricole commune, ça en est où là? Alors, sur la nouvelle politique agricole commune, justement, on en a parlé tout à l'heure à la ferme des Bourrettes.
Donc, la nouvelle politique agricole commune, donc, comme vous savez, elle est en cours de discussion. Le premier point important, c'est que le budget est sanctuarisé et la France y a beaucoup contribué, alors qu'au début, il y avait pas mal de pays européens, notamment, qui plaidaient pour réduire l'enveloppe de cette politique agricole commune, qui est le gros poste budgétaire au niveau européen, pour financer d'autres actions, hein, notamment la garde des frontières au niveau européen, les questions de sécurité, des régulations ou autres. Donc là, le budget est maintenu donc c'est en cours de définition et je crois que ça se fait plutôt dans le bon sens avec notamment une volonté de pousser davantage, on va dire, la transition agroécologique, bien que ce soit pas encore suffisant, puisque dans le budget de la PAC, il y a toujours combien on met sur l'agriculture conventionnelle, combien on met sur l'agroécologie, combien on met pour l'installation des jeunes agriculteurs. Et dans les points importants pour notre territoire également, il y a le côté les aides compensatoires pour les handicaps naturels, ce qu'on appelle l'ICHN, qui est également maintenu parce qu'on est des zones de montagne. Donc ça, c'est quelque chose également qui est très important. Sur une exploitation des Monts du Lyonnais, ça doit représenter parfois 10-15 000 euros par an. Donc quand certaines exploitations, on sait qu'elles font 20-25 000 euros de revenus, on voit que plus de la moitié du solde positif est lié parfois à cette indemnité pour compensation des handicaps naturels. Et après, je trouve que les agriculteurs qu'on a vus sur Haute-Ivoire, ils sont engagés dans des démarches collectives d'amélioration qui sont assez intéressantes. Ça fait vraiment plaisir à voir. Ils trouvent vraiment des solutions à leurs problématiques. Et ce que j'ai retenu de la visite aussi cet après-midi, c'était que alors que la commune était essentiellement laitière il y a encore une dizaine, une vingtaine d'années, là, progressivement, il y a un rééquilibrage, une diversification avec notamment de la viande. On a notamment vu un très beau troupeau de Aubrac qu'on aurait eu du mal à imaginer dans les Monts du Lyonnais il y a encore 10-20 ans. Et de cerfs. Et de cerfs aussi, juste à côté, avec un développement de la vente directe. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Pas de questions? Pas de dernière question? Bon, écoutez, merci beaucoup pour cette participation à cette réunion publique. On est dans les temps. Et Nicolas, si tu peux dire un mot de la fin? Non, mais j'étais très heureux de t'accueillir, Thomas. C'est avec plaisir que tu peux revenir sur notre commune. On a vu que les entreprises aussi étaient très à l'écoute et attendaient justement d'avoir quelques visites comme ça de représentants de l'État ou même d'autres personnalités politiques, parce que c'est une occasion pour eux de faire remonter un petit peu les problématiques du territoire, mais aussi ce qui se fait de bien aussi, puisqu'il y en a certains qui nous l'ont dit aussi. L'agriculture, on a abordé plein de sujets aujourd'hui et je trouve que c'est très intéressant. Voilà, tout ça dans quelque chose qui est vraiment apolitique pour nous. On a pu, ceux qui ont suivi la journée, on parle vraiment de tous les sujets. Voilà, je vous remercie à tous aussi. Ok, merci et bonne soirée à tous ceux qui sont connectés.